Est-ce que c'est bon? Donc, je peux commencer? Oui, monsieur, ça marche. Oui, monsieur. D'accord. Donc, les étudiants, s'il vous plaît, vous éteignez votre micro. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Pour moi, non. محمد ميزان فين الميكرو ديالك؟ اوكي واخا. Vous éteignez vos micros, Allah yakhlikum. C'est bon? Oui, monsieur, vous pouvez commencer. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va... Pour moi, Oui? ça ne marche plus. Vous êtes sur votre téléphone? Oui, Ah, malheureusement, je pense qu'il vaut mieux travailler sur le PC. Pour les gens qui sont connectés par téléphone, il faut seulement cliquer sur épingler. Cherchez épingler. j'ai déjà cliqué sur épingler, mais ça ne marche plus. Essaye une deuxième fois. Même si j'ai essayé deuxième fois, mais ça ne marche pas. Juste, il faut essayer d'épingler sur le professeur. Ça marche. Comment? Il faut épingler juste sur le professeur. Allez sur la partie du professeur et épingler sur le professeur. Ça marche. Est-ce que ça marche là pour tout le monde? Pour moi, non, monsieur. Malgré j'ai essayé plusieurs fois, mais... Pareil, si, monsieur, même pour moi, ça marche pas. Ah là. Et moi aussi. Et moi aussi, ça marche. انا غادي نبارطاجي الكونتوني ديال الاكرون ديالي كوم سا ابانغلي الاكرون ديالي باش يبان لكم البريزونطاسيون. انا اشرف راه حطيت لا فيديو كيفاش تيبانغلي في الباج ديالنا في فيسبوك. Class room. سا مارش هكا غادي كتبان لكم دابا البريزونطاسيون ابانغلي بالفنتر ديالي كوم سا باش تبان لكم بريزونطاسيون بيكسويت. Oui, ça marche. Est-ce que ça marche pour tout le monde? ابانغلي الفنتر ديالي اللي بارطاج. ميرسي اشرف. مشي صافي راه بارطاج لي جمع من الفنتر ديالي ويمكن لك دابا تكمل لك الابليكاسيون كوم سا غادي نكمل. D'accord. Hakima Jarraf est en train de présenter. S'il vous plaît, vous éteignez votre... Donc, on peut commencer là. Oui. Ouais. Vous m'entendez? Oui, كنسمعكم شي. Ou l'image, elle est bonne? Oui, il est bon. D'accord. Donc, on va commencer. On va terminer la séance sur les récepteurs couplés aux protéines G avant d'aborder la deuxième famille des récepteurs membranaires, à savoir les récepteurs enzymes. Donc, lors de la dernière séance, donc on a vu les différentes voies de signalisation activées par les récepteurs couplés aux protéines G, surtout la voie de GS qui stimule l'adénylcyclase et permet la production de l'AMP cyclique et l'activation de la protéine kinase A, la voie de GQ qui active la phospholipase C, qui va produire l'inositol triphosphate, le calcium et le diacylglycérol. La protéine GI qui est inhibitrice de l'adénylcyclase. Aujourd'hui, on va terminer avec une autre protéine G qu'on appelle la transducine. On l'appelle également la protéine GT. Elle est formée par alpha-T, bêta et gamma. On la trouve principalement au niveau des cellules de la rétine.
Vous voyez ici donc les cellules photosensibles de la rétine. Donc, rod cell, ce sont les bâtonnets et les cônes. Et ces cellules donc possèdent des segments où se trouvent donc des segments. Au niveau de ces segments, vous avez un récepteur couplé aux protéines G particulier qu'on appelle la rhodopsine. Et associé à ce récepteur, vous avez donc un pigment, c'est le rétinal, qui est photosensible. Donc c'est un dérivé de la vitamine A. Et lorsque les photons arrivent, ils vont provoquer l'isomérisation de ce pigment, être isomérisé, et cette isomérisation va changer la conformation de l'opsine, donc c'est l'opsine, mais lorsqu'il est associé au rétinol, on l'appelle la rhodopsine. Donc la rhodopsine, c'est l'ensemble récepteur plus pigment. Sinon, le récepteur à lui seul, on l'appelle l'opsine. Et ce récepteur contient donc le pigment, le rétinal, qui est photosensible. Il est associé à une protéine G qu'on appelle la protéine GT, donc elle est formée par alpha T, bêta et gamma. Et à l'état de repos, comme pour les autres protéines G, donc alpha est associé à bêta et gamma. Pourquoi? Parce qu'elle fixe le GDP. Donc lorsque la lumière arrive, comme vous le voyez sur ce schéma, donc vous avez le rétinal 6 qui va être transformé en tout transrétinal. Donc il va changer. C'est une isomérisation, donc il n'y a pas de modification de la structure. C'est uniquement le passage de la position 6 à la position trans. C'est ça qui va changer donc la conformation du récepteur. Donc le rétinal va changer de conformation, il va passer de la position 6 à la position trans. Et dans ce cas-là, il va affecter l'opsine, qui est un récepteur couplé aux protéines G. L'opsine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer, comme les autres récepteurs, alpha T, qui va libérer le GDP et va fixer le GTP à sa place. Donc elle va passer de alpha T GDP à alpha T GTP, et elle va se dissocier de bêta et gamma. Et lorsqu'il se dissocie, comme les autres sous-unités alpha S, alpha I et alpha Q, elle a un effecteur. Et dans ce cas-là, l'effecteur, c'est la phosphodiesterase. Donc, c'est à la place de l'adénocyclase et de la phospholipase C. Dans ce cas-là, nous avons une enzyme qu'on appelle la phosphodiesterase. Et le rôle de la phosphodiesterase, c'est tout simplement de transformer le cGMP, c'est-à-dire le GMP cyclique, en GMP, tout simplement. D'accord? Et c'est une désactivation de ce nucléotide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous voyons ici donc, le processus. Donc, dans la forme de base, nous avons alpha, GDP, bêta et gamma. Lorsque la lumière arrive, il y a l'échange du GDP qui va être remplacé par le GTP. Dans ce cas-là, alpha va se dissocier de bêta et gamma et elle va agir sur la phosphodiesterase. Donc, ces sous-unités alpha, bêta et gamma, ce ne sont pas les sous-unités de la protéine G, ce sont les sous-unités de la phosphodiesterase. Donc la phosphodiesterase est formée par 4 sous-unités, alpha et bêta, et 2 sous-unités gamma. Et alpha GTP, lorsqu'elle est stimulée, elle va agir sur cette enzyme. Cette enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va hydrolyser le GMP cyclique pour le transformer en GMP. Alors pourquoi cette transformation est importante? Parce que pendant l'obscurité, il y a une production du GMP cyclique par une enzyme qu'on appelle une guanylate cyclase, que vous voyez ici, à l'obscurité. Et le GMP cyclique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer sur un canal sodique qu'il va ouvrir. Donc, pendant l'obscurité, un canal sodique et calcique est ouvert sous l'effet du GMP cyclique, qui est lui-même produit par une guanylate cyclase. Et pendant la phase de repos, paradoxalement, les cônes et les bâtonnets sont dépolarisés. Donc, lorsqu'il n'y a pas de vision, les cônes et les bâtonnets sont dépolarisés, ils sont activés. Lorsque la lumière arrive, elle va activer la rhodopsine
la sous-unité alpha-T qui va activer la phosphodiesterase et la phosphodiesterase va dégrader le GMP cyclique pour le transformer en GMP. Et lorsque la quantité de GMP cyclique diminue, le canal sodique et calcique se ferme et la cellule va s'hyperpolariser. Donc la lumière, en fait, elle provoque une hyperpolarisation des cônes et des bâtonnets et non pas une activation. Donc ça paraît un peu bizarre qu'il y ait une inhibition comme un début d'influx nerveux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cônes et ces bâtonnets, ils agissent sur des cellules de la rétine en les inhibant. Donc ces cônes et bâtonnets, lorsqu'ils sont stimulés pendant l'obscurité, ils vont libérer des neurotransmetteurs qui vont inhiber tout le circuit. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va inhiber ces cônes et ces bâtonnets. En les inhibant, elle va permettre de déclencher donc la dépolarisation de ces neurones et le départ de l'influx nerveux. Donc je répète, pendant l'obscurité, ces cellules photosensibles sont stimulées par le GMP cyclique qui fait entrer le sodium et le calcium pendant l'obscurité. Et pendant la lumière, il y a une hyperpolarisation parce qu'il y a la fermeture de ce canal sodique et ce canal calcique. Pourquoi il y a l'hyperpolarisation? Parce qu'il n'y a plus de GMP cyclique, il est dégradé par la guanylate cyclase qui est elle-même activée par la lumière, la rhodopsine, la sous-unité alpha, qui va activer la phosphodiesterase, qui va dégrader le GMP cyclique. Et lorsqu'il n'y a plus suffisamment de GMP cyclique, le canal sodique va se fermer et la cellule va s'hyperpolariser. Et lorsqu'elle s'hyperpolarise, il va y avoir la désinhibition de ces neurones bipolaires. Et ces neurones bipolaires vont stimuler les cellules ganglionnaires qui vont envoyer par leurs fibres l'influx nerveux, par le nerf optique, qui va arriver au niveau du thalamus et du thalamus vers le cortex visuel. Donc l'influx nerveux visuel commence en fait par une inhibition des cellules photosensibles et la désinhibition des cellules bipolaires. Bien sûr, c'est très complexe, il y a beaucoup de combinaisons, la structure est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est le principe. Donc la lumière va provoquer une hyperpolarisation parce qu'elle active une phosphodiesterase qui dégrade le GMP cyclique et inhibe le canal sodique et calcique, ce qui provoque l'hyperpolarisation des cellules photosensibles. Donc je vous ai mis une vidéo que vous allez visionner donc pour comprendre exactement avec l'animation le processus. D'accord? Donc, je vais terminer par certaines pathologies qui sont associées avec les protéines G. Et il y a beaucoup de pathologies qui sont associées à ces voies de signalisation, que ce soit aux récepteurs ou bien aux protéines G. Et parmi les pathologies, donc, il y a des pathologies bactériennes, donc, par exemple le choléra. La toxine du choléra va agir sur la protéine GS par un processus qu'on appelle l'ADP ribosylation. Donc, c'est tout simplement la fixation d'un ADP ribose. Donc, l'ADP ribose, c'est ça. Donc, c'est une modification post-traductionnelle des protéines. Donc, les protéines sont modifiées soit par phosphorylation, soit par acétylation, soit par méthylation, soit par ubiquitination, soit par glycosylation. Et dans ce cas-là, c'est une ADP ribosylation qui est un processus physiologique qui permet de modifier la structure des protéines et modifier leur structure. Mais dans ce cas-là précis, la toxine du choléra, elle va utiliser cette ADP ribosylation, donc elle va prélever un groupement ADP ribose qu'elle va fixer sur la sous-unité alpha S. Et lorsque cette ADP ribose se fixe sur alpha S, cette protéine devient incapable d'hydrolyser le GTP. Et donc, si vous vous souvenez bien, donc l'inhibition de alpha, GTP, nécessite l'hydrolyse du GTP en GDP. Alors, l'ADP ribosylation va inhiber l'activité GTP-asique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sous-unité alpha, S, est incapable de s'inactiver. Elle va rester active d'une façon permanente. Et dans ce cas-là, parmi une augmentation de l'activation de l'adénocyclase,
une augmentation du taux de l'AMP cyclique, ce qui va provoquer une excrétion de l'eau au niveau de l'intestin, ce qui donne des diarrhètes qui sont très graves, qui peuvent aboutir à la déshydratation et à la mort de l'individu s'il n'y a pas de traitement. Donc, c'est un des processus de mécanisme d'action, malheureusement, de vibrion du choléra. C'est l'ADP-ribosylation. Il libère une toxine qui va catalyser la fixation d'un ADP-ribose sur alpha-S. Alpha-S va rester active tout le temps au niveau de l'intestin. Cette activation va générer des quantités importantes d'AMP cyclique, une excrétion de l'eau et des sels à travers la membrane des entérocytes au niveau de l'intestin. Et donc, ça va provoquer une déshydratation de l'individu, la perte des sels minéraux. Et c'est l'une des causes de la mortalité causée par le vibrion du choléra. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que le son et l'image sont bons? Oui, monsieur. D'accord, merci. Donc, une autre pathologie qui est liée au récepteur couplé aux protéines G, c'est au niveau des cellules thyroïdiennes. Donc, les cellules thyroïdiennes sont responsables de la libération des hormones T3 et T4, qui sont indispensables pour le développement déjà, et pour la croissance. Et à l'âge adulte, donc, il joue un rôle dans la régulation de beaucoup de fonctions, y compris la thermorégulation, l'activité cardiaque, l'activité au niveau de l'os également, au niveau de beaucoup de structures. Et dans certaines pathologies auto-immunes, donc la TSH qui est libérée par l'hypophyse, la TSH qui est libérée par l'hypophyse antérieure va agir sur les cellules folliculaires de la thyroïde par l'intermédiaire d'un récepteur de la TSH qui active la protéine GS, la diméthylcyclase, la libération de l'AMP cyclique, qui va permettre donc la prolifération, la différenciation et la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes. Dans certaines pathologies, comme la maladie de Graves-Basedow, donc le corps, le système immunitaire va produire des anticorps anti-récepteurs du TSH. En fait, il y a deux types de récepteurs. Il y a des récepteurs qui stimulent la thyroïde, il y a des anticorps qui stimulent la thyroïde, il y a des anticorps qui plutôt inhibent les cellules thyroïdiennes. Dans ce cas-là, ce sont des anticorps stimulateurs. Donc, ces anticorps vont se fixer sur le récepteur de la TSH au niveau des cellules folliculaires de la thyroïde et on aura un excès des hormones thyroïdiennes, la T3 et T4, avec un feedback pour provoquer l'inhibition de la TSH, mais les cellules ne sont pas inhibées parce que les anticorps sont toujours là et ils continuent à stimuler les cellules pour avoir des quantités très importantes de T3 et T4, ce qui va provoquer beaucoup de phénomènes, parmi lesquels donc une tachycardie, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, et une exophthalmie, des œdèmes, beaucoup de symptômes qui sont causés par cet excès d'hormones thyroïdiennes qui sont causées par des anticorps. Dans le cas inverse, si on a des anticorps inhibiteurs, on aura plutôt une hypothyroïdie, c'est-à-dire une quantité insuffisante des hormones thyroïdiennes. Et là aussi, donc, ça va donner d'autres symptômes qui sont liés à l'hypothyroïdie. Donc, ce sont là quelques exemples des pathologies associées au récepteur tyrosine kinase. Donc, si vous cherchez dans la littérature, vous allez trouver qu'il y a des dizaines de pathologies qui sont associées soit à des mutations, soit au niveau des récepteurs lui-même, soit au niveau des sous-unités alpha, soit à cause de maladies auto-immunes avec la libération d'anticorps qui soit ils stimulent ces récepteurs, soit des anticorps qui inhibent ces récepteurs. Et en fonction de la fonction de ces récepteurs, bien sûr, il y aura des symptômes spécifiques à chacune de ces pathologies. Il y a également des mutations génétiques. Là aussi, pour le récepteur de la TSH, il y a des mutations activatrices, il y a des mutations inhibitrices qui peuvent donner soit une hyperthyroïdie, soit une hyperthyroïdie. Donc, c'est la fin de cette partie sur les récepteurs couplés aux protéines G. On va commencer une autre famille de récepteurs, ce sont les récepteurs tyrosine kinase. Bonjour. Donc, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à donc, il va y avoir une signalisation induite par les récepteurs. Donc, est-ce que c'est bon, Ashraf?
Ashraf, les étudiants, est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est bon? Ashraf? Ashraf? Oui, Est-ce que c'est bon? c'est bon. C'est bon, donc vous voyez la diapo là? Oui. D'accord. Donc nous allons commencer une autre famille de récepteurs. Ce sont les récepteurs enzymes en général. On va aborder 5 sous-familles. La première sous-famille, ce sont les récepteurs tyrosine kinase. Donc ce sont des récepteurs parce qu'ils sont capables de fixer des ligands, des facteurs de croissance principalement, des cytokines, des hormones également. Et ce sont en même temps des enzymes. Et ce ne sont pas n'importe quelle enzyme, ce sont des tyrosine kinases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont phosphoryler des protéines sur des acides aminés tyrosines. Ce sont des récepteurs qui sont impliqués dans beaucoup de fonctions physiologiques et principalement la prolifération. La prolifération cellulaire, c'est la base du développement embryonnaire. Donc, pour avoir des centaines de milliards de cellules, il faut des milliards de divisions. Et ce sont principalement les facteurs de croissance qui induisent ces divisions. Et par voie de conséquence, puisque ces récepteurs stimulent la division cellulaire et le cycle cellulaire, donc il n'est pas surprenant de savoir qu'ils sont impliqués dans beaucoup de cancers. Donc, beaucoup de cancers des mutations dans l'une des protéines qui vont constituer les voies de signalisation de ces récepteurs. Et par la même occasion, beaucoup d'inhibiteurs, beaucoup d'anticancéreux sont en fait des inhibiteurs, soit des récepteurs eux-mêmes, soit de certaines protéines des voies de signalisation de ces récepteurs. Vous voyez ici, pour chaque type de récepteur, vous avez donc plusieurs molécules inhibitrices de ces récepteurs qui sont utilisés pour traiter les différents types de cancers. Donc, il y a plusieurs sous-familles à l'intérieur de ces récepteurs. Il y a la famille des récepteurs de l'EGF, le facteur de croissance épidermique, le récepteur de l'insuline, qui est un dimère, même à l'état de repos, le récepteur du facteur de croissance dérivé des plaquettes, le récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, donc le facteur de croissance vasculaire, plus par exemple, ici c'est un TRK, c'est le récepteur du BDNF, c'est un facteur neurotrophique, plus d'autres récepteurs qui sont moins bien connus et moins bien étudiés. Donc tous ces récepteurs, comme vous le voyez, possèdent des régions extracellulaires avec des motifs, des domaines. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces domaines, bien sûr, ces différents types de domaines. Il faut savoir que leur structure diffère énormément avec des domaines bien particuliers qu'on retrouve dans beaucoup de protéines. Et cette partie extracellulaire, son rôle, c'est la fixation du ligand, la fixation du signal chimique qui va stimuler ces récepteurs. Vous avez un fragment transmembranaire qui va permettre aux récepteurs de s'intégrer à la membrane cytoplasmique. Et puis, vous avez une région intracellulaire qui possède une activité tyrosine kinase et qui contient également des tyrosines. Donc, le récepteur va s'autophosphoryler d'abord avant de phosphoryler d'autres protéines. Donc, ce sont les principales caractéristiques de ces récepteurs. Donc, vous avez, par exemple, ici, vous avez des domaines des immunoglobulines-like, vous avez des domaines riches en glycine, donc peu importe, vous avez des domaines riches en cystéine, vous avez des domaines de la fibronectine de type 3, vous avez des domaines très riches en leucine, donc ça vous donne une idée sur la diversité biochimique de ces récepteurs et bien sûr sur la diversité des ligands qui vont activer ces récepteurs. Donc vous avez ici, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc,
des cibles, des molécules qui permettent l'inhibition du récepteur pour réduire la prolifération cellulaire et la division cellulaire. Et la caractéristique de la majorité de ces inhibiteurs, donc ce sont de petites molécules, c'est d'être capable de se fixer sur le site de l'ATP. Parce que ces récepteurs, ce sont des tyrosine kinases, donc ce sont des protéines qui phosphorylent. Et pour phosphoryler, ils doivent d'abord fixer l'ATP et prélever un phosphate de l'ATP et le fixer sur leur substrat. Donc ces molécules, ces inhibiteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont occuper le site de liaison de l'ATP. Ils vont empêcher l'ATP de se fixer. Et en empêchant l'ATP de se fixer, bien sûr, ils vont empêcher la phosphorylation. Donc, si on empêche la phosphorylation, l'activité tyrosine kinase, on arrête la voie et on arrête la division cellulaire. Donc, c'est le principe d'action de la majorité de ces inhibiteurs. Donc, leur structure leur permet de se fixer sur le site de la liaison de l'ATP sur la tyrosine kinase et ils empêchent donc le prélèvement du phosphate, ils empêchent la phosphorylation des substrats de ces tyrosine kinases et réduisent donc la prolifération cellulaire qui est donc la caractéristique principale des cellules tumorales. Donc, comment se fait l'activation de ces récepteurs? Donc, pendant la phase de repos, lorsqu'il n'y a pas de ligand, donc nous avons ici un récepteur de l'EGF, donc c'est le facteur de croissance épidermique. En absence du ligand, donc vous avez la partie extracellulaire qui est responsable de la fixation du ligand, la partie transmembranaire, et puis vous avez l'enzyme, le site catalytique, tyrosine kinase, et vous avez des tyrosines qui appartiennent à la molécule du récepteur. D'accord? Donc, pendant la phase de repos, le récepteur est un monomère, à l'exception du récepteur de l'insuline, comme nous allons le voir, qui est un récepteur dimère, même pendant la phase de repos. Pour tous les autres récepteurs, donc à l'état de repos, ce sont des monomères, donc ils ne sont pas dimérisés ni polymérisés. Lorsque le ligand se fixe sur son récepteur, la première chose qui va arriver, c'est la dimérisation. Dans certains cas, on a même la polymérisation du récepteur. Donc, c'est capital pour l'activation. Donc, la première étape, c'est la fixation du ligand. La deuxième étape, c'est la dimérisation ou bien même la polymérisation du récepteur. C'est la même chose pour les étudiants, les chefs au cours d'immunologie, pour les BCR. Lorsque le BCR fixe l'antigène, donc il y a ce qu'on appelle un clustering, c'est-à-dire une polymérisation des BCR pour pouvoir avoir une activation. C'est la même chose ici. Donc, lorsque le ligand se fixe, vous avez un clustering, c'est-à-dire une association, au moins un dimère, et il y a même des polymérisations, c'est-à-dire plusieurs récepteurs qui vont s'associer. Et cette association de plusieurs récepteurs va permettre la phosphorylation réciproque. Donc, chaque sous-unité va phosphoryler les sous-unités adjacentes, soit une sous-unité ou plusieurs lorsqu'il y a une polymérisation. Donc, on appelle ça une autophosphorylation, mais en fait, c'est une transphosphorylation. Chaque sous-unité va phosphoryler la sous-unité adjacente sur des tyrosines. Donc, vous avez des phosphates qui sont fixés grâce à cette tyrosine kinase sur des tyrosines du récepteur lui-même. Alors, à quoi va servir ces tyrosines? Ces tyrosines vont servir de point d'amarrage d'autres protéines intracellulaires cytoplasmiques. Vous avez dans le cytoplasme des protéines qui sont inhibées pendant la phase de repos. Et pour qu'elles soient activées, elles doivent venir se fixer sur des tyrosines phosphorylées du récepteur tyrosine kinase. Donc, vous avez une sorte de parking, des places de parking. Sur chaque place va venir une protéine qui va se fixer. C'est comme une station-service, si vous voulez, donc pour avoir le carburant. Donc, les protéines vont arriver, elles vont se fixer sur ces tyrosines phosphorylées, elles ne peuvent pas se fixer sur des tyrosines non phosphorylées. Il faut d'abord qu'il y ait la phosphorylation de ces tyrosines, et ces tyrosines phosphorylées vont recruter chacune des protéines, et chaque protéine connaît bien sa position. Donc, la protéine qui se fixe sur une tyrosine ne peut pas se fixer sur une autre tyrosine. Donc, il y a une spécificité du site de liaison de chaque protéine à la position
Donc, l'environnement de cette tyrosine phosphorylée va déterminer la qualité et la nature de la protéine qui va se fixer. Et lorsque ces protéines vont se fixer, elles vont être activées par le récepteur. Cette activation va se faire par deux manières. Soit la phosphorylation de cette protéine, c'est-à-dire que le récepteur, la tyrosine kinase, va phosphoryler la protéine qui va être recrutée, soit le simple fait que la protéine se fixe, ça va permettre son activation. Donc, c'est soit par phosphorylation, soit par simple liaison. Donc, lorsque la protéine se fixe, elle va changer de conformation, elle va être activée. Donc, c'est ce que. Et qu'est-ce qui permet à ces protéines de se fixer justement sur ces tyrosines phosphorylées? Donc, c'est ce schéma-là qui a l'air un petit peu complexe. Donc, là aussi, on n'est pas obligé d'apprendre les détails de ce schéma, il faut apprendre les concepts. Et le concept qui est véhiculé par ce schéma, c'est que pour les différentes protéines qui sont activées, il y a des dizaines de protéines qui sont activées par ces récepteurs. Vous n'êtes pas obligé de les connaître toutes. Vous avez déjà le SRC, c'est un oncogène qui est impliqué dans beaucoup de cancers. La SYK, c'est-à-dire la kinase splénique qui dérive de la rate. Donc, on a vu dans le cours d'immunologie, donc qui active les cellules lymphocytes T. La ZAP également dans les lymphocytes T, la phospholipase C gamma, une protéine RAS, GAP, etc. Le STAT qui est un facteur de transcription. Donc, toutes ces protéines sont capables d'être recrutées par les tyrosines phosphorylées par le récepteur. Donc, ce recrutement se fait en général par un domaine qu'on appelle SH2. Pourquoi on l'appelle SH2? Parce que c'est un domaine SRC homologie domaine. C'est un domaine qu'on a découvert la première fois dans le SRC, c'est un oncogène. Et par la suite, on le découvre dans beaucoup de protéines et on l'a appelé tout simplement SRC homologie domaine, c'est-à-dire un domaine qui est homologue au domaine qui existe sur la protéine SRC. Donc, c'est le principal domaine qui permet aux protéines de se fixer sur les tyrosines phosphorylées. Donc, toutes les protéines qui possèdent ce domaine SH2 sont capables de se fixer sur les tyrosines phosphorylées. Vous avez un autre domaine qu'on appelle un PTB, c'est-à-dire Protein Tyrosine Binding, c'est-à-dire un autre domaine qui est capable de se fixer également sur la tyrosine. Et ces protéines qui sont activées par les tyrosines kinases portent des domaines catalytiques. Le GEF, ce sont des protéines qui activent les petites protéines G. GTPase possède une activité GTPasique, une activité kinase, une activité lipase, par exemple la phospholipase C. Elle possède une activité lipase, des protéines phosphatases également. Et puis, vous avez d'autres domaines, pour des facteurs de transcription, par exemple. Vous avez comme le STAT, par exemple. C'est un facteur de transcription. Il est capable de se fixer sur l'ADN, donc d'activer la transcription, etc. Donc, les détails ne sont pas importants. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que vous avez des dizaines de protéines qui sont capables de se fixer sur les tyrosines phosphorylées du récepteur grâce à des domaines, principalement le SH2 et le PTB. Et ces différentes protéines possèdent différentes activités. Elles peuvent être différents types d'enzymes, des facteurs de transcription ou des protéines modulatrices ou adaptatrices qui permettent de recruter d'autres protéines. D'accord? C'est le principal concept qu'il faut retenir de ce schéma. Et vous avez ici deux exemples. Un récepteur de l'EGF, donc le facteur de croissance épidermique. Donc, vous voyez la position des tyrosines phosphorylées du récepteur. Donc, lorsque le récepteur est activé par l'EGF, il va s'autophosphoryler et vous avez les positions des tyrosines qui sont phosphorylées et chaque tyrosine va être capable de recruter une protéine particulière. Donc, vous avez plusieurs protéines qui vont être capables de se fixer sur ce récepteur pour qu'elle soit activée, soit par une phosphorylation sur des tyrosines, soit par une simple interaction avec les phosphotyrosines. Ils vont être activés. Il y a des protéines qui n'ont pas besoin d'être phosphorylées pour être activées. Donc, il y a plusieurs types de protéines. Je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais les décrire tout à l'heure. Et c'est la même chose pour le récepteur de facteur de croissance dérivé des plaquettes. Donc, le PDGF sans récepteur. Donc, vous avez ici la partie extracellulaire. Donc, elle est à l'inverse. Et la partie intracellulaire, là aussi, vous avez toutes les tyrosines. Donc, Y, c'est la tyrosine.
toutes les tyrosines qui sont phosphorylées par l'autophosphorylation et qui permettent de recruter là aussi donc beaucoup de protéines, et ce sont ces protéines qui vont être responsables d'activer plusieurs voies de signalisation, parfois extrêmement complexes, qui vont modifier donc le comportement de la cellule. Donc pour récapituler, donc lorsque le ligand se fixe sur son récepteur, le récepteur est un monomère au départ. Après la fixation, vous avez la dimérisation du récepteur, suivie par l'autophosphorylation du récepteur sur des tyrosines. Et ces tyrosines phosphorylées vont recruter des protéines cytoplasmiques qui contiennent des domaines SH2. Donc, ce sont des domaines qui permettent à ces protéines de se fixer sur le récepteur. Ce n'est pas le seul domaine, il y a d'autres domaines également qui permettent à d'autres protéines de se fixer. Et sur chaque tyrosine, vous avez une protéine qui va être recrutée. Et lorsqu'elle est recrutée, elle est activée par le récepteur, soit par phosphorylation sur des tyrosines, soit par, tout simplement, par interaction avec le récepteur. Donc, interaction protéine-protéine peut activer des protéines sans avoir besoin de la phosphorylation. Donc, c'est le principe général de l'activation de ces récepteurs. Donc, vous avez ici les différentes voies qui sont activées, par exemple, par le récepteur du facteur de transcription, du facteur de croissance dérivé des plaquettes. Donc, lorsqu'il se fixe, il y a l'autophosphorylation. Vous avez l'oncogène SRC qui stimule la division cellulaire. Donc, les mutations sont impliquées dans beaucoup de cancers. Le GRB, c'est une molécule adaptatrice, donc ce n'est pas une enzyme. Elle va activer une autre protéine qui va activer RAS et qui va activer la voie des MAP kinases qui interviennent également dans la division cellulaire. La voie de la PI3 kinase également. La voie de RAS, on va la voir également, et la voie de la phospholipase C, donc la phospholipase C gamma, qui est différente de la phospholipase C bêta, qui est activée par GQ. Donc, elles ont toutes la même activité, mais elles sont différentes. Bêta est activée par GQ, gamma est activée par des récepteurs tyrosine kinase, mais ils ont la même activité, la dégradation du phosphatidylinositol en diacylglycérol et en inositol triphosphate. Donc, sur chaque tyrosine, vous avez des protéines qui vont être recrutées. D'accord ? Donc, la première voie qui va être décrite, c'est une voie très célèbre maintenant, qu'on appelle la voie des MAP kinases. La voie des MAP kinases. On va voir pourquoi on les appelle la voie des MAP kinases. Donc, c'est une voie qui active d'une façon très forte la prolifération cellulaire, la division cellulaire. Et vous voyez que des mutations dans des protéines, soit dans le récepteur lui-même, par exemple, le récepteur de l'hyperexpression déjà du ligand, dans certaines situations, vous avez une production abondante du récepteur de l'EGF, une hyperexpression du récepteur, est impliquée dans le cancer du rectum, colorectal. 27 à 70% des récepteurs expriment d'une façon très importante ce récepteur. Le cancer pancréatique, le cancer du poumon, deux types de cancers, là aussi par d'autres cellules pancréatiques, 14 à 91% de cancers surexpriment ce récepteur, d'où donc l'intérêt de ces voies de signalisation pour le diagnostic, pour la physiopathologie et pour le traitement de ces cancers. Pour les autres protéines également, la protéine RAS est beaucoup étudiée également, elle est très célèbre, c'est une petite protéine G. On va voir son mécanisme d'action. Des mutations ont été découvertes dans 80% des cancers du pancréas, des cancers du poumon, 30%. Une autre protéine, c'est la RAF également, on l'appelle une MAP kinase. Donc c'est une MAP kinase. On trouve également des mutations de cette protéine dans beaucoup de cancers, donc de la peau, de la thyroïde et du côlon également. Donc ces voies, elles stimulent la prolifération cellulaire, ils sont indispensables bien sûr. Comme j'ai dit, le développement embryonnaire, c'est d'abord la prolifération cellulaire. Donc il faut qu'il y ait une prolifération. Ce sont ces voies qui activent cette prolifération cellulaire. Dans le système immunitaire également, après l'activation des lymphocytes T, vous avez une prolifération extraordinaire et elle est due à ces voies de signalisation entre autres. Donc elles ont un rôle physiologique indispensable.
Mais lorsqu'il y a une hyperactivation, malheureusement, donc ils peuvent être responsables de l'apparition de beaucoup de cancers. Il y a également l'inverse, il y a dans certaines situations une hypoactivation de ces voies, et dans ce cas-là, on n'aura pas une prolifération, on aura une dégénérescence. Par exemple, les maladies neurodégénératives, certains troubles psychiatriques, même la schizophrénie, même d'autres troubles, sont dus en partie à une hypoactivation de ces voies, c'est-à-dire que lorsque ces voies ne sont pas stimulées d'une façon suffisante, il va y avoir par exemple une diminution de la neurogénèse. La neurogénèse, on sait qu'elle est indispensable pour des fonctions affectives et cognitives. Et donc, lorsqu'il y a un hypofonctionnement de ces voies, ça peut causer également des problèmes. Donc, l'hyperactivation, ça peut causer des cancers, et l'hypoactivation, ça peut causer une neurodégénérescence. D'accord? Donc, cette voie est activée par pratiquement tous les récepteurs tyrosine kinase. Donc, lorsque le récepteur est stimulé par son par son ligand, il va s'autophosphoryler. Donc là, ce n'est pas présenté, mais il faut imaginer qu'il y a des tyrosines phosphorylées qui vont recruter la protéine GRB, donc comme on l'a vu sur le schéma précédent. Donc la GRB est recrutée par une tyrosine phosphorylée du récepteur, et lorsqu'elle est recrutée, elle va activer une autre protéine adaptatrice. Donc ces deux protéines, ce ne sont pas des enzymes, ce sont des protéines adaptatrices, tout simplement. Et leur rôle, c'est d'activer la protéine RAS. La protéine RAS, c'est une petite protéine G. Donc la dernière fois, donc, je vous ai dit qu'il existe des protéines G trimériques formées de alpha, bêta et gamma. Elles sont activées par les récepteurs couplés aux protéines G. Il existe une deuxième famille de protéines G, ce sont les protéines G monomériques, formées par une seule sous-unité, mais qui ont le même mode de fonctionnement. Donc pour la protéine RAS, par exemple, sur ce schéma, vous avez le mode d'activation. C'est comme la sous-unité alpha des G trimériques. Donc à l'état de repos, RAS, elle est sous forme RAS GDP. Et lorsque le récepteur active GRB2 et active SOS, ces deux facteurs vont agir sur RAS-GDP, ce qui va provoquer la libération du GDP et la fixation du GTP. Et la RAS va devenir RAS-GTP, elle va induire son effet physiologique, l'activation du RAF, comme on va le voir, l'activation des voies des MAP kinases, avant d'hydrolyser le GTP là aussi. Donc là, elle a une activité GTP-asique. Vous avez des protéines qu'on appelle GAP, c'est-à-dire les protéines qui activent l'activité GTP-asique. Et lorsqu'il y a l'hydrolyse du GTP, donc RAS-GDP va s'inactiver. Dans certaines mutations, lorsque cette RAS est incapable d'hydrolyser le GTP, elle va rester active tout le temps. Donc l'activité GTP-asique est perdue. Donc, elle va rester tout le temps sous forme de RAS. Et dans ce cas-là, donc, ça peut être la cause de beaucoup de cancers, comme on l'a vu. Donc, il y a beaucoup de cancers qui sont dus à des mutations au niveau de la protéine RAS. Donc, cette protéine RAS, lorsqu'elle est activée par ces deux adaptateurs, elle va libérer le GDP. Elle va libérer le GDP. Elle va fixer le GTP, elle va s'activer. En s'activant, elle va activer, donc ce n'est pas une enzyme, c'est uniquement interaction protéine-protéine. Elle va activer une protéine qu'on appelle RAF, qu'on appelle également une MAP kinase, on va voir pourquoi. Donc cette RAF, c'est une kinase. Lorsqu'elle est activée par RAS, à son tour, elle va phosphoryler une autre protéine qu'on appelle MEK, qui est une MAP kinase. Et lorsque cette protéine est phosphorylée, elle va être activée, et à son tour, elle va activer une autre protéine qui est la MAP kinase, qu'on appelle ERK, qui va pénétrer dans le noyau pour activer des facteurs de transcription. Donc cette protéine-là, c'est une MAP kinase. Donc la protéine qui va la phosphoryler, on l'appelle la MAP kinase, c'est la MEK. Et la protéine qui va phosphoryler cette protéine, c'est RAF, on l'appelle la MAP kinase. Donc vous avez une série de phosphorylations. La dernière, c'est une MAP kinase. La protéine qui la phosphoryle, c'est une MAP kinase. Et la protéine qui phosphoryle cette MAP kinase, c'est une MAP 3 kinase.
Et le résultat, c'est l'activation de la MAP kinase. Et la MAP kinase va pénétrer dans le noyau. Et à l'intérieur du noyau, il va activer plusieurs facteurs de transcription. La majorité de ces facteurs de transcription vont stimuler le cycle cellulaire, c'est-à-dire la prolifération cellulaire, la division cellulaire, ce qui va donner donc au niveau du développement embryonnaire, donc la production de cellules et la différenciation des cellules pour donner les différents types de tissus. Donc, pour récapituler, le récepteur, lorsqu'il s'active, il se dimérise, il s'autophosphoryle sur des tyrosines. Les tyrosines vont recruter des protéines, beaucoup de protéines vont être recrutées. Dans ce cas-là, c'est la GRB qui va être recrutée. Elle va être activée par le récepteur, elle va activer SOS. SOS va activer la rase GDP pour la transformer en rase GTP. Et la rase GTP va activer la RAF. RAF va phosphoryler, donc les phosphorylations commencent à ce niveau-là. La RAF, c'est une protéine kinase. Elle va phosphoryler la MEC et la MEC va phosphoryler le RK. Il existe plusieurs types de toutes ces protéines, donc il y a une amplification très importante à ce niveau-là. Et le RK va pénétrer dans le noyau, phosphoryler des facteurs de transcription pour former beaucoup de facteurs de transcription dont la majorité vont activer la prolifération cellulaire, la différenciation cellulaire, ce qui intervient dans le développement embryonnaire principalement, mais également dans beaucoup d'autres fonctions. Donc là aussi, donc, des applications pour lutter contre le cancer. Donc, vous avez beaucoup d'inhibiteurs de petites molécules qui peuvent s'associer soit à des récepteurs, on l'a vu, soit avec la RAF, par exemple, soit avec la MEK, ou bien la MEK1-2. Vous avez des inhibiteurs de la MAP kinase 1 également, le RK1-2. Et tous ces inhibiteurs peuvent être utilisés pour bloquer cette voie de signalisation. Pourquoi? Parce que cette voie stimule la croissance cellulaire et la survie cellulaire. Donc le cancer, c'est d'une part la prolifération et la croissance, et d'une part l'absence de l'apoptose. Donc il y a une résistance aux signaux de la mort cellulaire, donc il y a une survie cellulaire des cellules cancéreuses, et donc si on bloque cette voie par des inhibiteurs de ces différentes protéines, on peut arrêter la croissance cellulaire et on peut donc arrêter le cancer. Donc c'est la première voie, c'est la voie des MAP kinases, qui est activée par les récepteurs tyrosine kinase. Donc, je reviens toujours au schéma récapitulatif. Donc, la voie qu'on a vue, c'est la voie de GRP2, c'est la voie des MAP kinases, on l'appelle. La deuxième voie qu'on va aborder actuellement, c'est la voie de la PI3 kinase, qui est également recrutée. Elle est formée de deux sous-unités, une sous-unité 85, P85, une sous-unité P110. Et c'est la P85 qui est capable de se fixer sur des tyrosines phosphorylées du récepteur. C'est une voie également extrêmement importante qui intervient dans beaucoup d'activités physiologiques et qui intervient dans des cancers. On le voit par exemple dans le cas de mutation de cette protéine, cette phosphatase. On va voir pourquoi. Beaucoup de cancers au niveau du sein, de la prostate, au niveau des cellules gliales également. On trouve des mutations de cette protéine qu'on appelle l'APTEN. Donc, cette voie, comme la voie des MAP kinases, donc elle commence bien sûr toujours par la fixation du ligand sur son récepteur. Le récepteur doit se dimériser, il doit s'autophosphoryler sur des tyrosines, et ces tyrosines phosphorylées vont recruter des protéines, dans ce cas-là, la PI3 kinase, avec deux sous-unités, peu importe. Lorsque cette protéine est recrutée, elle va être activée. Et c'est une enzyme. Pourquoi on l'appelle la PI3 kinase? Donc la PI, c'est le phosphatidylinositol. 3, parce qu'elle va phosphoryler le phosphatidylinositol sur le carbone 3. Et K, parce que c'est une kinase. Donc c'est tout simplement une kinase du phosphatidylinositol sur le carbone 3. Ça veut dire qu'elle va transformer le phosphatidylinositol 4,5 de phosphate, elle va le transformer en phosphatidylinositol 3, 4, 5 de phosphate. Donc c'est un ajout d'un phosphate sur ce phospholipide qui va déclencher l'activation de cette voie. Bien sûr, cette voie doit être arrêtée. Donc pour l'autre voie, c'était l'activité GTPasique de la protéine RAS qui va arrêter la voie, entre autres.
Dans ce cas-là, nous avons une phosphatase, la ptène, qui va déphosphoryler ce composé pour le transformer en PI4,5-diphosphate, c'est-à-dire le phosphate qui a été ajouté par la PI3 kinase va être enlevé par cette phosphatase. Donc c'est pourquoi si on empêche cette phosphatase de fonctionner, donc on arrête cette inhibition, on va avoir tout le temps une phosphorylation de ce phosphatidylinositol et l'activation des protéines en aval. D'accord? Donc cette protéine PTEN permet d'arrêter cette voie. Lors de sa mutation, cette voie n'est pas arrêtée et on voit que cette voie, donc, elle stimule également la prolifération cellulaire, elle inhibe l'apoptose, donc elle augmente la survie cellulaire et ça peut provoquer des cancers. D'accord? Comme la voie des MAP kinases. Donc, quel est le rôle de ce composé? C'est un phospholipide membranaire. Son rôle, c'est de recruter d'autres protéines. Dans ce cas-là, c'est ACT, donc on l'appelle AKT. On appelle également la protéine kinase B. Donc, jusque-là, nous avons vu la protéine kinase A, la protéine kinase C. L'appellation la plus courante actuellement, c'est l'appellation ACT ou bien AKT. Elle est activée, elle n'est pas activée par ce composé en fait, elle est recrutée par ce composé lipidique avec une autre kinase qui va la phosphoryler. Donc ce n'est pas montré sur ce schéma, donc les deux kinases sont recrutées sur la PDK et recrutée avec AKT. Et la PDK va phosphoryler AKT. Et lorsque AKT est phosphorylé dans beaucoup de processus physiologiques, principalement la prolifération cellulaire et l'inhibition de la mort cellulaire, donc elle permet également là aussi la prolifération, c'est très important pour le développement embryonnaire, pour la réaction immunitaire, pour la neurogénèse, pour beaucoup de fonctions, le renouvellement des tissus au niveau de la peau, au niveau du foie, etc. Donc, tous ces tissus doivent régénérer à partir de cellules souches. Les cellules doivent proliférer. Cette prolifération est assurée par la voie des MAP kinases que nous avons décrit tout à l'heure, mais également par la voie de la PI3 kinase qui active AKT, et AKT va activer plusieurs voies qui permettent la prolifération cellulaire. Mais là aussi, lorsque cette voie est l'origine de beaucoup de cancers, l'exemple ici est donné par le cancer du sein, de la prostate et des cellules gliales au niveau du cerveau. Donc, vous avez ici un petit aperçu sur les différentes voies qui sont activées par cette AKT. Donc, le récepteur du VEGF, donc c'est un facteur de croissance dérivé des cellules de l'endothélium vasculaire, pardon. Il intervient dans la prolifération et dans l'angiogénèse également, c'est-à-dire la production de nouveaux vaisseaux. Donc, il active P2 en PIP3. Le PIP3 va activer AKT par une série de phosphorylations en recrutant des kinases. Et lorsque cette AKT est phosphorylée, il va activer beaucoup de protéines. Les plus importantes, les plus connues, ce sont la glycogène synthase kinase, qu'on a vu elle intervient dans le métabolisme du glucose, mais elle intervient dans le cycle cellulaire également. Elle bloque le cycle cellulaire, donc cette protéine est inhibée par AKT. D'autres protéines qui sont très bien connues, la NF-κB, c'est un facteur de transcription extrêmement important parce qu'il intervient dans l'inflammation, il agit sur plus de 1000 gènes. En général, ce sont des gènes pro-inflammatoires qui permettent donc à l'organisme de se défendre contre les infections par l'inflammation. Mais malheureusement, ce facteur de transcription qui cause donc différents types de pathologies. La BAD, c'est une protéine pro-apoptotique qui induit l'apoptose. Donc, elle est inhibée par AKT. Donc, lorsqu'on l'inhibe, donc on empêche la mort cellulaire. Donc, ça permet la survie cellulaire. Et c'est la prolifération égale. Une autre protéine extrêmement importante, c'est une protéine mTOR qui est ciblée par beaucoup de molécules thérapeutiques.
Elle permet également la croissance cellulaire et stimule la voie de synthèse des protéines. Donc, elle est très importante dans la production des cellules et la synaptogénèse est assurée, entre autres, par l'activation de cette protéine mTOR. Elle permet la croissance cellulaire, la production de protéines et la prolifération également. Donc, beaucoup de protéines clés du fonctionnement cellulaire. Donc, la majorité intervient dans le cycle cellulaire, dans l'apoptose, dans la croissance et la prolifération cellulaire, mais également dans le métabolisme, ce qui fait de cette protéine donc une enzyme clé du fonctionnement cellulaire et des recherches concernant cette voie de signalisation actuellement sont très blancs pharmacologiques en essayant de moduler soit positivement, en général négativement, l'activité de cette enzyme pour essayer d'améliorer beaucoup de conditions, parmi lesquelles le cancer, la neurodégénérescence, les troubles métaboliques, etc. Donc, vous avez ici, là aussi, ce n'est pas pour apprendre toutes ces voies, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, cette enzyme clé du fonctionnement cellulaire est activée en fait par beaucoup de voies. Vous voyez ici des récepteurs couplés aux protéines G qui peuvent activer cette voie. Vous avez les BCR, des cellules B, des lymphocytes B qui peuvent activer cette voie. Vous avez des marqueurs également, des cellules immunitaires, le C19, pardon, des récepteurs de cytokines également qui sont capables d'activer cette voie, les récepteurs tyrosine kinase qui nous intéressent dans ce schéma, qui nous intéressent dans cette séance, qui activent cette voie, des récepteurs de l'intégrine par exemple. Donc, le nombre de ligands qui peut activer cette voie est très important. Et parallèlement, le nombre de voies qui sont activées par ces enzymes également est extrêmement important. On ne va pas toutes les citer, mais c'est des voies qui sont impliquées en général dans la prolifération cellulaire, dans la croissance cellulaire, dans l'inflammation, dans le métabolisme, et toutes ces voies très importantes de cette enzyme. Donc, c'est une sorte de hub, de nœud intracellulaire qui intègre beaucoup de signaux et qui est capable d'activer beaucoup de voies pour modifier les différentes fonctions cellulaires. Donc, comme vous le voyez ici, donc la prolifération, la migration, la survie cellulaire, le métabolisme. Donc, chaque famille de molécules est impliquée dans des fonctions physiologiques bien déterminées et sont modifiées par NF-kappa-B qui intervient dans l'apoptose, mais également dans la prolifération cellulaire, la GSK qui intervient dans le métabolisme, etc. Donc, l'une des conséquences pathologiques de cette voie, ACT et mTOR, donc il y a une pathologie génétique qu'on appelle Proteus syndrome, où il y a une expression en mosaïque de certaines molécules de cette voie de signalisation. Pardon. Donc, une hyperexpression par région, pas dans toutes les cellules, de cette voie de ACT-mTOR, et ça donne des expansions, c'est-à-dire des proliférations anormales dans certaines régions de l'organisme, et ça donne bien sûr des déformations très spectaculaires. Au niveau du cerveau, donc, il y a une maladie qu'on appelle la tuberculose, donc ça c'est un S en fait, et cette hyperactivation de cette voie va provoquer donc la production de sortes de tissu donc, qui est produit en C, qui normalement ne doit pas être là, et ça va provoquer donc des dysfonctionnements neurologiques avec différents symptômes. Donc c'est l'activation de cette voie qui va donner donc la prolifération et la croissance de certaines parties, de certains organes. Au niveau du cerveau, donc vous avez de sortes de tubères, c'est-à-dire des expansions, des croissances, des excroissances anormales qui vont donc bouleverser le fonctionnement cérébral et induire des troubles qui peuvent être d'ordre neurologique ou bien sensoriel ou bien
émotionnel ou bien cognitif en fonction de la région où ont lieu donc, ces excroissances. Certaines pathologies également, comme des cancers, on en a parlé, donc, des maladies neurodégénératives également, donc la maladie d'Alzheimer, seulement au niveau de ces voies de signalisation. Donc, comme j'ai dit, donc, ce sont actuellement l'objet de beaucoup d'études par beaucoup de laboratoires qui s'intéressent principalement, par exemple, au cancer, mais également aux maladies cardiovasculaires, l'obésité, le syndrome métabolique, les maladies neurologiques, les maladies psychiatriques, le métabolisme, etc. Donc, c'est la deuxième voie qui est activée par les récepteurs tyrosine kinase. La dernière voie que nous allons aborder, c'est la voie de la phospholipase C, gamma 1. Donc, je rappelle que les phospholipases C, ce sont des enzymes, comme leur nom l'indique, des phospholipases, ça veut dire qu'elles vont dégrader des phospholipides. Et dans ce cas-là, c'est le phosphatidylinositol. Il est dégradé par bêta, qui est activé par les protéines G, couplées au récepteur couplé aux protéines G. Et dans ce cas-là, c'est une autre phospholipase différente de bêta, c'est la phospholipase C gamma 1. Elle est recrutée sur le récepteur, comme les autres protéines, grâce à des tyrosines phosphorylées. Donc, lorsque le récepteur est activé par son ligand, il se dimérise, il s'autophosphoryle. Et certaines tyrosines phosphorylées du récepteur vont recruter la phospholipase C gamma qui va être activée par le récepteur. Et lorsqu'elle va être activée, son rôle, c'est la même chose que la phospholipase C bêta, c'est la dégradation du phosphatidylinositol pour produire l'inositol triphosphate et le diacylglycérol avec la production du calcium, l'activation de la protéine kinase C. Et là, donc, vous avez le calcium qui va s'associer à une protéine qu'on appelle la calmoduline. Et le complexe calcium-calmoduline va activer des kinases qu'on appelle des CAM kinases, qui sont impliquées dans beaucoup de fonctions dans le cerveau. Elles interviennent dans la plasticité et dans le comportement. Donc, la mémoire, l'émotion sont affectées par cette voie de signalisation. Et d'autre part, vous avez des kinases qui dépendent de la calmoduline et du calcium qui vont pénétrer dans le noyau. À l'intérieur du noyau, ils vont stimuler des facteurs de transcription, par exemple le CREB, et ce CREB va générer donc, la transcription de beaucoup de gènes pour modifier donc, la structure et le fonctionnement de la cellule. La protéine kinase B intervient également dans beaucoup de fonctions, y compris la plasticité cellulaire. Elle va activer des facteurs de transcription également. Elle va agir sur beaucoup de protéines pour modifier le comportement cellulaire. Donc, c'est une voie qui ressemble beaucoup à la voie GQ, qui active la phospholipase C bêta. Dans ce cas-là, c'est une phospholipase C gamma qui est activée, qui va induire donc, beaucoup de la production de l'inositol triphosphate, le diacylglycérol, le calcium, la protéine kinase C, les CAM kinases, la calmoduline. Mais cette phospholipase C gamma peut agir également sur d'autres voies de signalisation, comme vous pouvez le voir ici. Et l'essentiel de cette voie, c'est l'activation, la dégradation du phosphatidylinositol pour produire l'inositol triphosphate et le diacylglycérol. Donc, c'est la troisième voie. Et la dernière, concernant ces voies de signalisation, c'est donc juste un mot concernant cette phospholipase C gamma, un domaine plextrine homologie domaine, un domaine SH3, des domaines SH2 qui lui permettent de se fixer sur des tyrosines phosphorylées. Elle possède également une activité phospholipase, c'est-à-dire la dégradation du phosphatidylinositol en diacylglycérol et en inositol triphosphate. Donc, on va voir le cas particulier du récepteur de l'insuline. Donc, l'insuline est une hypoglycémiante. Donc, elle est utilisée dans le traitement du diabète de type 1, insulinodépendant.
Donc, elle diminue le glucose en stimulant la capture du glucose par les cellules et la transformation du glucose en glycogène. Donc, elle diminue la glycémie, elle est indispensable à l'homéostasie, bien sûr. Et des dizaines d'années se sont passées avant de comprendre son mécanisme d'action. Jusqu'aux années 90, donc le mécanisme d'action de l'insuline n'était pas bien connu, bien qu'on savait que c'est une hormone hypoglycémiante, elle était utilisée pour traiter le diabète, mais la complexité de ces voies de signalisation a fait que leur découverte s'est faite en fait progressivement durant les années 90 et durant les années 2000. Donc le récepteur de l'insuline, à la différence des autres récepteurs tyrosine kinase, même à l'état de repos, c'est un dimère. C'est un dimère, en fait, il est formé par 4 sous-unités en fait, 2 sous-unités alpha extracellulaires qui sont responsables de la fixation de l'insuline et 2 sous-unités transmembranaires, des cellules bêta, qui sont associées aux alpha par des ponts disulfures. Vous avez également des ponts disulfures entre les sous-unités alpha. Une partie transmembranaire, une partie intracellulaire, tyrosine kinase, avec des tyrosines qui vont être phosphorylées par le récepteur. Donc on aura le même principe. La seule différence pour le moment, c'est que le récepteur est déjà dimérisé, même à l'état de repos, puisque les 2 parties du récepteur sont associées par des ponts disulfures, même à l'état de repos. Donc, lorsque l'insuline se fixe sur son récepteur, vous avez une autophosphorylation du récepteur. Donc, il n'y a pas de dimérisation, puisque le récepteur est déjà dimérisé, donc il n'y a pas de dimérisation. Il y a par contre des phosphorylations sur des tyrosines. Et ces tyrosines vont recruter plusieurs voies de signalisation. Et une autre particularité du récepteur de l'insuline, qu'il va recruter des molécules adaptatrices qu'on appelle des IRS, c'est-à-dire des substrats du récepteur de l'insuline. Il y en a plusieurs. Il y a l'IRS1, l'IRS2, 3, 4, 5, 6. Chacun des IRS a des fonctions bien particulières. Donc, ces molécules adaptatrices contiennent un domaine SH2 qui leur permet de se fixer sur une tyrosine phosphorylée. Et lorsqu'ils se fixent, ils vont être phosphorylés à leur tour sur des tyrosines par le récepteur. D'accord ? Et lorsqu'elles sont phosphorylées, elles vont recruter des voies de signalisation, les mêmes que je viens de décrire, la voie de la PI3 kinase, la voie des MAP kinases et la voie de la phospholipase C-gamma. Donc le reste, dans ce cas-là, c'est la même chose. Donc la PI3 kinase n'est pas recrutée dans ce cas-là directement sur le récepteur, comme pour le récepteur de l'EGF par exemple, et les autres facteurs de croissance. Pour ces facteurs de croissance, la PI3 kinase est recrutée directement sur ce qu'on appelle le substrat du récepteur de l'insuline, l'IRS, qui va être recruté, va être phosphorylé, et c'est ce modulateur, cette molécule adaptatrice, qui va recruter les différentes protéines, dans ce cas-là, la PI3 kinase, qui va phosphoryler le phosphatidylinositol pour donner le phosphatidylinositol 3-phosphate, qui va recruter la PDK avec la protéine kinase B ou bien ACT. Et lorsque les 2 enzymes sont recrutées sur ce phospholipide, la PDK va phosphoryler la protéine kinase B ou bien ACT. Et ACT va... Donc, c'est le même mécanisme que pour les facteurs de croissance. La différence là, c'est que entre la PI3 kinase, il y a une molécule adaptatrice qu'on appelle le substrat du récepteur de l'insuline qui va être activé par le récepteur et va activer la PI3 kinase. Et ça va être la même chose pour les autres voies de signalisation, la voie des MAP kinases aussi. C'est-à-dire la voie de RAS. Donc le GRB n'est pas recruté directement par le récepteur. Il est recruté par une molécule adaptatrice
l'IRS, qui va être phosphorylé par le récepteur. Il va activer le GRB, il va activer SOS pour activer les différentes voies, les différentes protéines de voie. Donc, c'est la voie de MAP kinase dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez la MAP kinase qui va activer nitrogen activating protein, c'est-à-dire des protéines qui activent des mitogènes. Les mitogènes, ce sont les protéines qui des MAP, on l'appelle une MAP kinase, et la protéine qui va phosphoryler cette protéine, on va l'appeler MAP kinase, c'est-à-dire la kinase de la MAP kinase. Et la protéine qui va phosphoryler cette MAP 2K, c'est une MAP 2K kinase, c'est-à-dire la MAP kinase, ou bien la MAP 3 kinase, donc cette appellation est plus utilisée. Parce qu'elle est un peu lourde, MAP kinase, MAP kinase, etc. Donc on parle de RAF, MEC, ERK. Ce sont des sérine thréonine kinases qui vont phosphoryler chacune la protéine suivante dans la voie, et la MAP kinase va pénétrer dans le noyau, il va stimuler des facteurs de transcription, la transcription cellulaire et la survie cellulaire. Donc là aussi, la différence, c'est l'existence d'une molécule adaptatrice entre le récepteur et la GRP2 pour le récepteur de l'insuline. Donc le récepteur de l'insuline peut recruter également la phospholipase C gamma, donc ce n'est pas montré sur ce schéma. Donc vous avez la transphosphorylation et l'autophosphorylation. Il faut souligner, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'IRS, il y en a plusieurs, il y en a jusqu'à 6. Donc ici, ils sont mentionnés 4 types de l'IRS, mais en fait, il y en a 6. Donc il possède un domaine de liaison aux phosphotyrosine, donc phosphotyrosine binding domaine, qui lui permet de se fixer sur des tyrosines phosphorylées du récepteur. Et lorsqu'il est recruté, le récepteur va le phosphoryler sur recruté. Donc, j'ai parlé de la PI3 kinase, la GRB2, la GAB, la CCB1, mais également la phospholipase C gamma, qui peut être recrutée également et peut être activée. Et ça n'empêche que le récepteur, sans passer par l'IRS, il est capable de recruter également des molécules directement, des molécules adaptatrices. Vous avez la possibilité de recruter la SHC, phosphorylée. Elle va être phosphorylée à son tour. Elle va recruter le GRB de type 2. Donc, cette GRB de type 2 elle peut être activée par l'IRS ou bien elle peut être activée par la SHC qui est une molécule adaptatrice. Donc, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de variantes de ces voies de signalisation avec la même molécule qui peut être activée soit par des molécules adaptatrices, soit par l'IRS. Donc, vous avez toutes ces possibilités en fonction des types cellulaires et en fonction des voies de signalisation. Donc, je vais terminer par un cas particulier, un facteur neurotrophique qu'on trouve au niveau du cerveau. Donc ça, c'est dédié particulièrement les étudiants de la neurocognition. Donc ce facteur neurotrophique est un récepteur tyrosine kinase. On l'appelle le TRK, et on a plusieurs types. Et son ligand, c'est le BDNF, c'est-à-dire le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, donc Brain Derived Neurofactor. Donc, ce facteur neurotrophique dérivé du cerveau agit par un récepteur tyrosine kinase et il va activer les mêmes voies de signalisation que les autres facteurs de croissance. La voie des MAP kinases, dans ce cas-là, donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de variantes. Il y a toutes les possibilités que vous pouvez imaginer. Dans ce cas-là, ce n'est pas la GRB qui va être activée par le récepteur directement, mais d'abord la SHC, comme le récepteur de l'insuline, qui va activer GRB, SOS, RAS, les MAP kinases, et vous avez la synthèse de protéines. Vous avez
ce récepteur, il peut recruter le substrat du récepteur de l'insuline, qui va activer la voie des MAP kinases et va activer la PI3 kinase, comme il peut recruter la voie de la phospholipase C gamma. Donc, nous avons toutes les trois principales voies. Donc, il y a des dizaines de voies, en fait, qui sont activées par ce récepteur, mais les plus étudiées, les plus connues, ce sont ces trois. La voie des MAP kinases, qui commence par RAS, RAF, MEC, ERK. La voie de la PI3 kinase, qui peut être activée par le récepteur directement, ou bien par l'intermédiaire de l'IRS, qui va activer la P3 kinase, et, ou bien la voie de la phospholipase C gamma. Et toutes ces voies donc, vont agir sur les, par exemple, si on est dans le système nerveux, ils vont agir sur les cellules nerveuses, sur les neurones. Elles sont très importantes pour le bon fonctionnement du cerveau, sont indispensables pour la plasticité neuronale, par la synaptogénèse, par la production des épines dendritiques. Et ce sont ces épines dendritiques qui permettent donc le fonctionnement du neurone, d'augmenter le nombre de synapses, d'augmenter donc le bon fonctionnement neuronal, et ça permet d'avoir donc un fonctionnement neuronal correct. Et beaucoup de pathologies, comme la dépression par exemple, comme la schizophrénie, comme l'Alzheimer, comme beaucoup de maladies neurodégénératives, sont associées à des dysfonctionnements de ces voies. En général, c'est un hypofonctionnement de ces voies. Et de ce fait, on a une diminution de la neurogénèse, les régions où il y a encore de production de neurones, les neurones ne sont pas produits suffisamment. Et on a une diminution de la production de protéines des synapses, c'est-à-dire une diminution de la synaptogénèse, une diminution de la plasticité neuronale, une augmentation de la mortalité neuronale, parce que ces voies stimulent la survie cellulaire. Et ça peut aboutir à la longue, dans certaines conditions, par exemple la dépression, à l'atrophie de certaines structures, comme le cortex préfrontal et l'hippocampe. Et cette atrophie va être à l'origine de différents types de pathologies, principalement la dépression. Il y a un traitement de la dépression actuellement à base de BDNF, un traitement nasal. Et ce BDNF va permettre la simulation de ces voies de signalisation au niveau des neurones, ce qui permet de restaurer les fonctions neuronales, surtout la neurogénèse, la synaptogénèse et la plasticité neuronale. Donc, pour récapituler, donc, vous avez ce que je viens d'expliquer, on peut le voir ici. Donc, sous l'effet du stress chronique, par exemple, le cortisol et beaucoup de facteurs, on a une diminution de la production de facteurs neurotrophiques, principalement le BDNF. Donc, il y a une hypostimulation de certaines structures comme l'hippocampe, donc diminution de la prolifération neuronale, la neurogénèse, diminution de la survie, diminution de la plasticité neuronale, diminution, atrophie bien sûr de l'hippocampe, diminution du fonctionnement de l'hippocampe, et ça va affecter donc l'humeur de l'individu, c'est l'état dépressif, avec une affectation également des fonctions cognitives de la mémoire, etc. Donc le traitement par les antidépresseurs en particulier, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais également par le BDNF lui-même, on pense qu'il va compenser ces effets du stress avec une augmentation de toutes ces fonctions cellulaires, une augmentation de la fonction de l'hippocampe, mais également du cortex préfrontal, ce qui permet d'améliorer donc l'état émotionnel de l'individu, c'est-à-dire un soulagement de l'état dépressif des individus. Donc, pour récapituler, les récepteurs tyrosine kinase, les récepteurs j'espère que je vais y arriver. Donc, les récepteurs tyrosine kinase, ce sont des récepteurs, mais également des enzymes. Lorsque le ligand se fixe à l'état de repos, en général, ils sont des monomères, à l'exception du récepteur de l'insuline, qui est un dimère même à l'état de repos. Lorsque le ligand se fixe, il y a une dimérisation. Cette dimérisation va activer la partie catalytique, l'activité tyrosine kinase. Il va y avoir une phosphorylation, une transphosphorylation des sous-unités. Ça peut être soit un dimère, soit un polymère. Donc, s'il y a plusieurs sous-unités, bien sûr, il va y avoir la transphosphorylation de toutes ces adjacentes, de toutes ces unités.
Et lorsque ces tyrosines sont phosphorylées, ils vont recruter des protéines qui contiennent des domaines de liaison à ces récepteurs, des domaines SH2 ou bien des domaines PTP. Ces protéines possèdent différentes fonctions, que ce soit des enzymes, des molécules adaptatrices, des facteurs de transcription. Et lorsqu'elles sont recrutées sur ces tyrosines, elles sont activées. Les plus importants, c'est la voie de la GRB2 et les MAP kinases, la voie de la P3 kinase et la voie de la phosphorylase C-gamma. Et lorsque ces protéines sont phosphorylées, vont activer ces différentes voies de signalisation, la voie des MAP kinases, la voie de la P-gamma. Et ces voies contrôlent pratiquement toutes les fonctions cellulaires, principalement la prolifération, la différenciation, la survie cellulaire, le métabolisme, la mobilité cellulaire, la migration cellulaire, etc. Donc, ce sera à la fin de cette séance. Et donc on va prendre un petit moment pour répondre si on a des questions. Donc, Ashraf, est-ce que c'est bon? Ashraf? Ashraf? Allô, Ashraf? Ça s'est bien passé? Donc, on va prendre un moment s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Dans ce cas-là, on arrête. C'est bon?